retrouvez une méditation quotidienne sur l'application Le Monastère. Il y a dans le début de chaque année une énergie particulière, quelque chose qui ressemble à une promesse. Quelque chose en nous se redresse, regarde vers l'avenir et décide que cette fois sera différente. Nous dressons des listes, nous formulons des résolutions, nous imaginons la personne que nous serons dans 6 mois, dans 1 an, plus disciplinée, plus sereine, plus vivante. Nous nous voyons méditant chaque matin, courant 3 fois par semaine, lisant un livre par mois, mangeant mieux, dormant mieux, vivant mieux. Cette impulsion est sincère. Elle naît d'un vrai désir de transformation, d'une aspiration profonde à ce que notre vie ressemble enfin à l'image que nous en portons secrètement. Et il y a de la beauté dans cet élan. Il y a de la noblesse dans ce refus de la résignation, dans cette volonté de ne pas accepter que les choses restent telles qu'elles sont. Nous sentons, confusément mais fortement, que nous sommes capables de plus, de mieux, d'autre chose, que la vie que nous vivons n'est pas tout à fait celle que nous pourrions vivre. Cette intuition est juste. Ce désir de changement est légitime. Et il dit quelque chose de beau sur notre nature. Cette capacité à imaginer autre chose, à refuser le statu quo, à croire que demain peut être différent d'aujourd'hui. Ce qui pose problème, ce n'est pas l'aspiration elle-même, c'est souvent la forme qu'elle prend. Car dans cette énergie de janvier, dans cette fièvre des commencements, se cache une exigence démesurée. Nous ne voulons pas simplement changer, nous voulons tout changer d'un coup, immédiatement. Nous ne voulons pas faire un pas, nous voulons faire un bond. Nous ne voulons pas commencer un chemin, nous voulons être déjà arrivés. Nous regardons la distance entre ce que nous sommes et ce que nous voudrions être. Et plutôt que de l'accepter avec patience, nous tentons de la franchir en un seul élan, comme si la force du désir pouvait abolir le temps nécessaire à toute transformation véritable. Et c'est précisément cette impatience, cette volonté de transformation totale et instantanée qui contient déjà les germes de l'abandon. Quelque chose en nous sait que malgré l'euphorie du commencement, cette ambition démesurée ne tiendra pas. Cette énergie brûlante s'éteindra comme un feu de paille, ne laissant derrière elle que des cendres. Arrêtons-nous un instant sur ce que nous négligeons lorsque nous nous empressons. Car il existe une force que nous ignorons presque toujours, tant elle est discrète, tant elle est humble, tant elle est contraire à tout ce que notre culture nous a appris à admirer. Cette force, c'est celle du petit pas. Regardez la pierre au fond du canyon. Elle n'a pas été sculptée par un cataclysme, par une explosion, par un événement spectaculaire. Elle a été façonnée par l'eau, cette même eau qui tombe goutte après goutte depuis des millénaires, avec une patience que nous ne pouvons même pas concevoir. Chaque goutte, prise isolément, est insignifiante. Elle ne laisse aucune trace visible, elle ne produit aucun effet mesurable. Si nous devions observer une seule goutte tomber sur la pierre, nous dirions qu'il ne se passe rien, que c'est dérisoire, que cela ne sert à rien. Et pourtant, la somme de ces gouttes insignifiantes a creusé des vallées, sculpté des montagnes, dessiné des paysages d'une beauté à couper le souffle. Ce que la violence d'un instant ne pourrait jamais accomplir, la répétition minutieuse l'accomplit sans effort apparent. Regardez attentivement un arbre la prochaine fois que vous en verrez un et rappelez-vous de ceci. Cet arbre n'a pas surgi de terre en une nuit. Il a poussé
millimètre par millimètre, jour après jour, saison après saison, année après année. Il y a eu des jours où sa croissance était si infime qu'aucun instrument n'aurait pu la mesurer. Et pourtant, cette croissance invisible a donné un arbre là où il n'y avait qu'une graine. Et cet arbre est maintenant assez fort pour résister aux tempêtes, assez enraciné pour traverser les sécheresses, assez vivant pour fleurir chaque printemps. La confiance entre deux personnes se construit de la même manière, conversation après conversation, attention après attention, présence après présence. Ce n'est pas un grand geste héroïque qui fonde une relation solide. Ces gestes sont des jalons importants qui solidifient, mais c'est l'accumulation de petites preuves de fiabilité, de petits moments où l'on a été là. Le corps se transforme de la même manière, mouvement après mouvement, pas après pas, souffle après souffle. Chaque geste semble dérisoire dans l'instant, et pourtant, chaque geste compte, chaque geste s'inscrit quelque part en nous, comme une note s'inscrit dans une mélodie, indispensable à l'ensemble. Cette forme de puissance est sans doute la plus sous-estimée qui existe. Elle opère en silence, sans fanfare, sans reconnaissance. Elle ne fait pas de bruit, elle ne produit pas de résultats visibles dans l'immédiat. Elle ne déclenche ni applaudissements, ni admiration. Mais elle accomplit ce que les grands élans ne peuvent pas accomplir, un changement qui dure. Les sages taoïstes avaient compris cette puissance. Lao Tzu l'a formulée dans une phrase si simple qu'elle est devenue presque banale à force d'être répétée. Un voyage de 1000 lieues commence par un pas. Nous connaissons tous cette phrase. Nous l'avons lue sur des calendriers, des cartes postales, des pages de réseaux sociaux. Elle fait partie de ces sagesses que nous citons volontiers, sans jamais vraiment les entendre. Et pourtant, si nous prenions le temps de nous arrêter sur ces mots, nous y trouverions quelque chose qui contredit presque tout ce que nous croyons savoir sur le changement. Il y a dans cette simplicité quelque chose de presque révolutionnaire, car nous voulons voir le chemin entier avant de faire le premier pas. Nous voulons connaître la destination avant de quitter le port. Nous voulons des garanties avant de nous engager. Et Lao Tse nous dit qu'il faut commencer par un pas. Le reste viendra ou ne viendra pas. Mais le pas, lui, est à ta portée. Ce premier pas et les suivants, lui, ne dépendent que de toi. Cette sagesse rejoint celle de l'eau, de l'arbre, de la pierre sculptée par les siècles. Elle nous rappelle que les grandes choses ne commencent pas par de grandes choses. Elles commencent par des choses si petites qu'on les remarque à peine. Et c'est précisément parce qu'elles sont petites qu'elles sont possibles. C'est précisément parce qu'elles sont humbles qu'elles peuvent se glisser dans nos vies sans déclencher la résistance que déclenche toujours le grand saut. Car le grand saut, lui, déclenche toujours une résistance. Et c'est ici que nous pouvons comprendre pourquoi nos élans de janvier finissent si souvent en abandon de février. Quand nous tentons de tout changer d'un coup, le corps résiste, l'esprit s'épuise, la volonté s'effrite comme un mur de sable face à la marée. Nous voulons courir un marathon alors que nous n'avons pas marché depuis des mois. Nous voulons méditer 1 heure alors que nous n'arrivons pas à rester assis 5 minutes en silence. Nous voulons écrire un livre alors que nous n'avons pas écrit une page depuis des années. Cet écart entre ce que nous exigeons de nous-mêmes et ce dont nous sommes réellement capables crée une tension. Et cette tension ne nous transforme pas, elle nous brise.
Il y a une violence dans le grand saut que nous ne voyons pas toujours, parce que cette violence est dirigée contre nous-mêmes et que nous l'appelons ambition, discipline, exigence. Mais le corps, lui, ne fait pas cette distinction. Pour le corps, une exigence impossible est une agression, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. Et face à une agression, le corps fait ce que tout organisme vivant fait. Il se défend, il résiste, il sabote, il abandonne. Ce n'est donc pas notre faiblesse qui nous fait abandonner nos résolutions, c'est notre intelligence. Quelque chose en nous sait que le rythme que nous nous imposons n'est pas viable, que la violence que nous nous infligeons n'est pas nécessaire, que le chemin que nous avons choisi mène à l'épuisement plutôt qu'à la transformation. Si nous pouvions regarder cet abandon avec un peu de compassion plutôt qu'avec la honte qui l'accompagne habituellement, nous pourrions y voir des leçons inestimables. Nous y verrions la sagesse du corps qui refuse de se soumettre, la sagesse de l'organisme qui sait avant que nous ne le sachions qu'il existe d'autres manières de changer, des manières de plus douces, plus lentes, plus durables. Si les petits pas sont si puissants, pourquoi choisissons-nous systématiquement la voie qui ne fonctionne pas? Notre culture célèbre les transformations radicales, ces avant-après saisissants, où quelqu'un passe en quelques mois d'un état à un autre, méconnaissable, triomphant. Elle valorise l'exploit, la performance, le record. Elle raconte des histoires de changement total, de renaissance spectaculaire, de révolution personnelle. Les petits pas ne font pas de bonnes histoires. Personne n'écrira un article sur la personne qui a médité 3 minutes chaque matin pendant 5 ans. Personne ne partagera sur les réseaux l'histoire de celle qui a marché 10 minutes par jour jusqu'à ce que, sans s'en rendre compte, elle soit devenue quelqu'un qui marche 1 heure chaque matin. Et pourtant, ce sont ces histoires-là qui sont vraies. Ce sont ces chemins-là qui mènent quelque part. Les transformations spectaculaires que nous admirons tant sont soit des exceptions statistiques que personne ne peut reproduire, soit des façades qui cachent un retour silencieux à la case départ, quelques mois ou années plus tard. Ce qui dure, ce qui tient, ce qui transforme véritablement une vie est presque toujours invisible, lent et humble. Mais nous ne le voyons pas, parce que nous avons appris à ne regarder que ce qui brille. Il y a un piège dans cette cécité, car en ne voyant pas la puissance de ce qui est petit, nous nous condamnons à recommencer sans cesse le même cycle, le grand élan, l'échec, la culpabilité, l'abandon, puis le grand élan à nouveau quelques mois plus tard, quand la culpabilité s'est suffisamment apaisée pour laisser place à un nouvel espoir. Ce cycle est épuisant et il est inutile. Il consume notre énergie, érode notre confiance en nous-mêmes et finit par nous convaincre que nous sommes incapables de changer, alors que le problème n'a jamais été notre capacité à changer, mais notre manière de commencer. Et si nous essayons autre chose? Commencer petit n'est pas un aveu de faiblesse. C'est une forme d'intelligence, peut-être la forme d'intelligence la plus haute qui soit en matière de changement. Car le petit pas possède un avantage décisif sur le grand saut. Il ne déclenche pas la résistance. Quand nous décidons de méditer 1 heure chaque matin, tout en nous se crispe. Le corps proteste, l'esprit négocie, la volonté se prépare au combat. Mais quand nous décidons de nous asseoir en silence pendant 3 minutes, quelque chose de différent se produit. C'est si peu, si modeste,
si dérisoire que nos défenses ne se mobilisent pas. 3 minutes, ce n'est rien. Le corps ne proteste pas pour 3 minutes, l'esprit ne négocie pas pour 3 minutes. La volonté n'a pas besoin de se tendre pour 3 minutes. Et c'est précisément parce que c'est si peu que c'est possible. C'est précisément parce que c'est dérisoire que cela peut se faire jour après jour, sans épuisement. Le petit pas se glisse sous les défenses comme l'eau se glisse entre les pierres. Il s'intègre dans notre vie sans créer de rupture, sans exiger de sacrifice, sans demander d'efforts héroïques. Il devient habitude, avant même que nous nous en rendions compte. Et une fois devenu habitude, il est plus solide que n'importe quelle résolution spectaculaire, parce qu'il ne repose plus sur la volonté, mais sur l'élan naturel de la répétition. C'est là un paradoxe que notre esprit peine à accepter. Ce qui ne coûte presque rien s'enracine bien plus profondément que ce qui nous coûte. Nous croyons que la difficulté est gage de valeur, que ce qui ne fait pas mal ne peut pas transformer, que la facilité est suspecte. Mais les transformations les plus profondes de la nature se font sans drame, par répétition patiente, par présence constante. L'eau ne fait pas d'effort pour creuser la pierre. L'arbre ne souffre pas pour grandir. Le printemps ne se force pas pour revenir. La douceur du commencement crée les conditions de la persévérance. Ce qui a commencé sans violence peut continuer sans violence. Ce qui a commencé sans effort peut se poursuivre sans effort. Ce qui s'est installé doucement dans notre quotidien y reste, alors que ce qui s'y est imposé violemment en est toujours délogé tôt ou tard. Les sages taoïstes le savaient, eux qui voyaient dans la souplesse du roseau une force plus grande que la rigidité du chêne. Le chêne résiste à la tempête jusqu'à ce qu'il se brise. Le roseau plie et il est toujours là quand la tempête est passée. Mais il est un aspect du premier pas que nous n'avons pas encore regardé et qui en est peut-être le plus libérateur. Ce pas peut se faire dès aujourd'hui et cette simplicité est une libération. Elle nous libère de l'angoisse de la distance à parcourir, de l'immensité de la transformation à accomplir, de la longueur du voyage à entreprendre. Les traditions contemplatives ont toujours su cela. Le moine zen ne se demande pas comment il va méditer pendant 30 ans. Il se demande comment il va s'asseoir ce matin. Le calligraphe ne se demande pas comment il va maîtriser les 10 000 caractères. Il se demande comment il va tracer celui-ci maintenant avec toute son attention. Cette concentration sur l'immédiat n'est pas de la myopie, c'est une forme de lucidité qui reconnaît que le présent est le seul lieu où nous ayons un pouvoir réel. Il y a dans cette attention au présent quelque chose qui ressemble à de la sagesse et qui ressemble aussi à de la grâce. Nous n'avons pas à porter le poids du voyage entier. Nous n'avons pas à savoir où nous serons dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Nous n'avons qu'à faire ce pas-ci, celui d'aujourd'hui, avec la présence et la douceur dont nous sommes capables. Le reste se fera, parce que nous aurons créé les conditions pour qu'il advienne. Cette sagesse du pas présent est aussi une sagesse de la confiance. Faire un seul pas sans connaître la suite du chemin, c'est accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout prévoir, de ne pas tout maîtriser. C'est faire confiance au processus, faire confiance au temps, faire confiance à cette force qui permet à la nature, comme dans nos vies, de faire pousser ce qui doit pousser quand les conditions sont réunies. Tel le jardinier qui plante, arrose et attend. Le reste ne lui appartient pas.
Et puis un jour, on regarde en arrière et on voit le chemin parcouru. Ces 3 minutes de silence le matin sont devenues 10, puis 20, puis on ne les compte plus, parce qu'elles font partie de notre vie comme le café du matin. Ces 10 minutes de marche sont devenues 1 heure, puis un besoin, puis une joie. Ce paragraphe écrit chaque jour est devenu une page, puis un chapitre, puis un manuscrit. On ne sait pas comment c'est arrivé. On ne sait pas à quel moment les petits pas se sont additionnés pour former ce chemin. On sait simplement qu'on est ici, quelque part où l'on n'était pas avant. Cette transformation n'a pas été spectaculaire, et c'est précisément pour cela qu'elle est solide. Ce qui s'est construit lentement ne s'effondre pas du jour au lendemain. Ce qui s'est enraciné profondément ne s'arrache pas à la première tempête. Ce qui est devenu partie de nous-mêmes n'a plus besoin de volonté pour exister. Il y a dans cette solidité tranquille quelque chose de profondément réconfortant. Les grands élans de janvier nous donnaient l'illusion du changement, cette effervescence, cette excitation, ce sentiment grisant de tout recommencer. Mais l'illusion se dissipait aussi vite qu'elle était apparue, nous laissant plus découragés qu'avant. Les petits pas, eux, ne donnent aucune illusion. Ils ne donnent presque rien, en fait, pendant longtemps. Et puis, ils donnent tout d'un coup sans prévenir, parce que nous réalisons enfin ce qui était là depuis le début, construit jour après jour dans le silence de notre persévérance. Peut-être faut-il dire un dernier mot sur la nature de ce chemin, car il serait tentant de croire que le premier pas ne se fait qu'une fois, qu'il y a un commencement, un milieu et une fin, et qu'une fois le premier pas accompli, il suffit de continuer tout droit. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Le voyage de 1000 lieues ne commence pas une seule fois, il recommence tous les jours. Chaque jour est un nouveau commencement. Chaque matin nous pose devant le même choix, faire le pas ou ne pas le faire. Et chaque matin, nous devons choisir à nouveau. Ce n'est pas parce que nous avons médité hier que nous méditerons aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous avons marché hier que nos jambes se mettront en mouvement d'elles-mêmes ce matin. Le premier pas se répète encore et encore, et cette répétition n'est pas une défaite. Elle est la nature même du chemin. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette idée, quand on y pense vraiment, car elle signifie que chaque jour efface l'ardoise, que l'échec d'hier ne condamne pas aujourd'hui, que même si nous avons manqué le pas de la veille, celui de ce matin est intact, frais, disponible, comme s'il n'avait jamais été manqué. Le chemin ne se souvient pas de nos absences. Il est toujours là, patient, prêt à nous accueillir exactement là où nous sommes, sans reproche, sans condition, sans mémoire de nos défaillances. Ceux qui croient que la discipline est un état permanent qu'on atteint une fois pour toutes se trompent. La discipline est un choix quotidien, un geste renouvelé, un premier pas qui se refait chaque matin avec la même humilité que le tout premier jour. Et c'est justement cela qui en fait la beauté. Car si le premier pas devait être fait une seule fois, il faudrait qu'il soit parfait, décisif, irréversible. Mais puisqu'il se répète chaque matin, il peut être imparfait, hésitant, maladroit. Il peut être fait avec fatigue, avec doute, avec la tentation de rester au lit. Il n'a pas besoin d'être héroïque, il a juste besoin d'être fait. Et peut-être est-ce là, finalement, la sagesse la plus profonde
que nous puissions tirer de cette phrase si simple de Lao Tzu. Le voyage de 1000 lieues ne demande pas de courage extraordinaire. Il ne demande pas de volonté surhumaine. Il ne demande pas de plan infaillible. Il demande simplement un pas, un seul, le premier, et la patience de le refaire demain et après-demain et le jour d'après, avec toute la douceur et toute l'indulgence dont nous sommes capables envers nous-mêmes.